tu le sais bien. Mais tu vas pas fermer ta grande gueule. Y'a quelqu'un? Oui, c'est moi, Dieu, et tu chantes comme une merde, on dirait Vianney. Si je puis me permettre, c'est pas très gentil. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es en train d'égorger une chèvre ou quoi là? Mais c'est bon, et t'es ferme la porte, enfin. Mais merde, c'est pas vrai. Ouais, allô? Ah, qu'est-ce qu'il y a, Roger? Oui, j'arrête de chanter, c'est bon, je commence à comprendre. Ils sont un peu à cran, les gens, en ce moment. Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du mythe, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, on va faire un retour de la lecture de la semaine. Et autant vous dire que actuellement, bon, bah, je vais vous le montrer, hein, de toute façon, c'est pour... voilà, y a rien à cacher. Voilà, l'ordinateur n'est toujours pas arrivé. Mais il est où, ce putain d'ordinateur, parce qu'il est toujours pas arrivé? Sans déconner. Wow, alright. Ah, ça va pas mieux, hein. Qu'est-ce qui me prend de faire ça, putain? Si mes enfants rentrent, je suis mort. Je vais peut-être fermer la clé, quand même. Ce début de vidéo, décidément, c'est de pire en pire. En fait, ce que j'ai, ça s'appelle tout simplement ni plus ni moins que de la folie. Et je me rends compte que quand il nous manque un écran, eh bien en fait, on lit énormément parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai quand même lu tout ça. J'ai quand même réussi à trouver le temps de lire tout ça. Donc peut-être que la solution, comme disait Florent Maudou, les écrans noirs, donc les portables, peut-être que je vais le prendre, le mien, et je vais le foutre dans les chiottes. Je vais pisser dessus. Ça va pas. Bref, avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que vous, les petites perruches, vous êtes en train de prouver à YouTube que vous êtes une communauté bienveillante. Je m'explique. Je vous conseille des œuvres que vous prenez, vous achetez, vous empruntez à la bibliothèque ou avec des potes et vous venez me dire ce que vous en avez pensé aussi. Putain, qu'est-ce que c'est gratifiant ça. C'est une sorte de forum mais en plus rapide. Donc merci de me faire tous vos retours. Il y a évidemment des BD que j'ai notées, que vous m'avez envoyé en conseil et que j'ai bien noté et certaines que j'ai déjà achetées. Je pense que je ferai un épisode où je parlerai de toutes les petites œuvres que vous m'avez conseillées et j'essaierai de trouver la personne qui me l'a conseillé pour lui rendre hommage. Donc vous, c'est pareil, il y a des gens qui viennent me voir et qui me remercient. Alors moi je suis pas auteur, je suis pas dessinateur, je suis rien du tout, je suis juste conseilleur. J'aime pas trop le mot influenceur vraiment. Mais c'est cool de me faire confiance à ce point-là et de revenir vers moi pour m'expliquer 2 semaines après parce qu'il y a des gens par exemple qui voient que j'ai sorti par exemple Blood Moon, ils voient que j'ai sorti la vidéo, ils l'ont acheté, ils ont pas envie de se faire spoiler une seule seconde du coup. Tac, ils reviennent 2 semaines après dans les commentaires pour me dire j'ai bien aimé, t'as eu raison, tout machin. C'est juste géant. On prouve vraiment une fois de plus que on a une communauté de perruches bienveillante. On va commencer la critique tout simplement parce que là ça suffit l'auto hein. C'est parti. Et on commence immédiatement avec Health Drivers, sorti chez Black River le 11 janvier 2024. Ça fait 184 pages, ça coûte 18,90 €. L'histoire est complète en 3 tomes, voici le premier. Regardez-moi cette magnifique cover de Raphaël Albuquerque avec ce dos rouge. C'est pas plus mal, hein, parce que j'en ai ras-le-bol. Le noir, il y en a marre. Votez Mills. C'est scénarisé par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Stephen Graham Jones, et c'est dessiné par David Gianfelice. Les couleurs sont de Johanna Lafuente. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette œuvre? De quoi ça parle déjà? On est en 2112. Les Mayas avaient prédit 100 ans avant qu'en fait ce serait la fin du monde. Et bien écoutez, c'est arrivé. Voilà, il y a eu la montée des eaux, il y a eu des cataclysmes absolus et en fait les personnes qui pouvaient se barrer en vaisseaux spatiaux se sont barrées. On va suivre 4 Amérindiens. Il y a Ted, il y a Soch, enfin bref, ils vont décider d'aller dans une grotte où il y a un passage magique où quand tu passes avec un objet et que tu penses très fort à l'endroit où tu veux aller, tu y arrives. Le plan en fait de Ted, c'est tout simplement d'arriver en 1492 pour buter Christophe Colomb. Parce qu'en fait, il part du principe que c'est à cause de Christophe Colomb que les Blancs, plus ou moins, ont découvert les États-Unis, donc là où vivaient les Indiens à l'époque, en pensant qu'ils arrivaient en Inde. Voilà, bordel. Et ils se disaient, bon bah écoute, si j'arrive à tuer Christophe Colomb sur son bateau, alors c'est la Santa Maria, la Pinta et la Nina, c'est ça. Et bien en fait, il se dit que si le but, il découvrira pas les États-Unis, du coup ça va pas engendrer un bordel pour son peuple. Donc il va se sacrifier clairement parce qu'il va passer de 2112 à 1492. Du coup, le but du jeu, ça va être d'être intégré sur ces bateaux et de faire ses preuves et de réussir à être suffisamment près de Christophe Colomb pour lui défoncer sa race. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, les dessins sont magnifiques. Ça fait très franco-belge. Je pense que c'est parce que c'est un fait historique et que j'ai l'habitude de lire ça en BD franco-belge, mais je trouve que le dessin, vraiment, je connais pas l'origine du dessinateur, mais vraiment, ça s'inspire énormément. Très agréable à regarder, très agréable à suivre. C'est plutôt beau. Les couleurs sont vraiment très belles. J'ai beaucoup aimé l'aspect graphique. Peut-être, encore une fois, je suis un peu chiant avec ça, mais le découpage un petit peu trop scolaire. Mais ça marche très bien, ça ralentit, ça accélère ta lecture selon les cases, et dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. L'histoire est bonne aussi, hein. C'est une histoire un peu folle, hein, l'histoire de partir dans le passé pour buter quelqu'un, pour changer le cours de l'histoire.
l'histoire, puisqu'en fait on va suivre 2 histoires en parallèle. C'est-à-dire que les 3 personnes qui sont restées sur place et qui vont aller chercher un bouquin historique pour voir ce qui a changé, et puis bah lui qui va tout simplement se faire intégrer sur ce bateau-là, essayer de buter Christophe Colomb, se faire emmerder et compagnie. On va voir, il y a des changements, il y a beaucoup de parallèles entre les 2 histoires, si bien que des fois c'est un petit peu fouillis, mais bon, je pense que vu que c'est en 3 histoires, ils posent vraiment le décor dans le premier. Je t'avoue que au moment où où il y a des animaux qui commencent à parler, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui se passe, la drogue, mon Michel, la drogue. Et en fait non, ça petit à petit ça avance bien, et tu comprends un peu l'intérêt et ce qui va se passer. C'est assez sanglant, c'est pas mettre entre toutes les mains, mais j'ai passé un bon moment, donc bah j'ai hâte à la suite, j'ai hâte au tome 2, j'ai hâte au tome 3, parce que ça soulève pas mal de sujets qui sont assez intéressants, comme le sacrifice. Le mec va quitter sa meuf, se sacrifier, donc sa meuf elle sait très bien qu'elle va plus jamais le revoir, il fait ça pour son peuple. L'éternel recommencement, est-ce que c'est parce qu'il fait ça que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce qu'il fait ça que ça a changé les choses? Est-ce que ça change rien parce que de toute manière c'est une fatalité? Beaucoup de sujets et de moralité à en retirer de cette histoire-là. En plus, je trouve que Christophe Colomb est mortel, enfin il est hyper bien représenté. Cette espèce de mec un peu illuminé par Dieu et compagnie qui pense que c'est une espèce de croisière sainte. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, il y a beaucoup de violence. C'est un côté science-fiction avec le côté retour dans le futur et retour dans le passé, et il y a ce côté fait historique aussi. Donc je trouve ça plutôt intéressant. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc bah oui, pour l'instant je vous le conseille, mais attention quand même, si vous aimez les histoires un peu fluides et limpides, je sais pas comment vous le montrer, mais bon, je vous en parlerai bientôt avec le tome 2. Et on enchaîne avec La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum. C'est sorti chez Comics Initiative. Ce gros paveton coûte 25 boules et c'est sorti le 12 janvier 2024. Alors déjà, il faut savoir un truc. New York, New York. Oui, ça se passe à New York, mon pote. On va suivre 2 petites sœurs, Alexandra et Lizzie. On est en 1984 et le père de ces 2 filles va décéder parce que c'est un aventurier et qu'un jour il va s'aventurer dans un endroit en dessous New York qui va lui causer la mort, tout simplement. Du coup, Alexandra, je crois que c'est la grande, va devoir prendre un petit peu le rôle de maman, et Lizzie va jouer le rôle de la petite peste qui écoute pas sa mère, tu vois. Et donc en fait, le père en mourant, il va laisser un calepin et la petite Lizzie va tout simplement vouloir enquêter sur ce qui a causé la mort de son père. J'ai passé un super moment parce que déjà c'est une histoire d'enquête, mais à la façon Stranger Things, les Goonies, c'est vraiment un délire un petit peu enfantin, mais j'ai trouvé que ça soulevait des points hyper forts. Déjà c'est aussi kiffant pour un adulte que pour un enfant de lire ça c'est clair et net. Il y a un côté good vibes, très film good movies, tu vois, des films que tu regardes à Noël, tu vois, genre un flic à la maternelle, maman j'ai raté l'avion, enfin des trucs comme ça. Et ça traite quand même du deuil, du fait que t'es livré à toi-même alors que t'es un enfant, donc tu dois grandir plus vite. Et ça parle aussi du fait que il y a cette dualité qu'il y a dans une sororité par exemple. Oui, comment on s'en sort quand nos 2 parents sont décédés et que ils nous ont légué des valeurs, un bien, et les gens qui tournent autour, il y a des vautours. Tous ces sujets sont bien amenés et je trouve que c'est une histoire qui est fichtrement efficace parce que ça parle d'enfants, mais les enfants sont traités de façon rationnelle. C'est-à-dire que quand un enfant va aller se battre contre un mec musclé, quand le mec musclé va lui mettre une torgnole, le gamin il va voler. C'est pas mièvre. On n'est pas en train de surprotéger les gamins. Je rebondis sur les dessins qui sont incroyables, ça m'a fait penser à du Dustin Nguyen et je vous prie de me croire que c'est un putain de compliment venant de moi. C'est dynamique au niveau du découpage, c'est efficace, c'est très très beau, c'est à couper le souffle, vraiment. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il faut absolument que vous lisiez ça. J'ai passé un super moment, vraiment, l'histoire, le déroulement de l'histoire, le côté un petit peu fantastique, l'aspect amoureux mais pas gnangnan, pas cucu à praline, la grande sœur qui va jouer le rôle de mère ou de père, il y a Lizzie qui est un petit peu plus garçon manqué, alors je sais pas si ça se dit encore le terme garçon manqué aujourd'hui en 2024, mais bon bref, je m'en fous, je le dis. Il y a le côté un peu garçon manqué que j'aime beaucoup. C'est un peu une teigne, Lizzie, mais je la trouve hyper croquante. J'ai beaucoup aimé le fait que les 2 filles aient des grands yeux et les parents et les adultes ont des yeux un peu plus petits, parce qu'en fait ça fait vraiment genre fenêtre sur le monde et elles en prennent plein les yeux et puis bref. C'est un petit bijou, franchement, c'est sorti nulle part ce truc là. Comme une initiative, ils me l'ont envoyé et putain, j'ai hâte de le mettre dans la main de mes enfants quoi. Vers 8 ans, je pense que c'est pas dégueulasse pour commencer à lire de la vraie BD. Et puis c'est une œuvre encore une fois qui est magnifique quoi. Voilà, c'est une grande œuvre comme ça un peu à la franco-belge. Je trouve ça magnifique, sauter dessus. Évidemment, Michael Jérôme, quand il m'a envoyé La Cité des Merveilles, il a pas pu s'empêcher de glisser une autre œuvre à l'intérieur, espèce de fou. Il m'a envoyé The Cloven qui était avec et je savais pas si je devais en parler ou pas parce que je sais pas s'il y a une suite. Le premier tome est sorti en 2022 de Garth Stein et de Matthew Southworth. Ça coûte également 25 €. C'est imprimé en France. Peut-être pour ça que le prix est un petit peu élevé à mon sens, mais le format est quand même assez carré et tout. De quoi ça parle? Moi, je verrais ce bouquin un petit peu comme un Transputin ou un
Snatch, un Arnaque crime et botanique, tous ces films que j'adore, teintés d'humour anglais, c'est un peu graveleux et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré la façon dont ça a été dessiné et la façon dont c'est expliqué. Le début du comics commence comme ça. J'ai été conçu sur la banquette arrière poisseuse d'une Chevrolet Monte Carlo après un match de basket au cours duquel mon tocard de père a marqué 2 points avant d'être expulsé pour 5 fautes. Ma génitrice au physique ingrat s'est privée de nourriture afin de dissimuler son état. Elle a si bien réussi que personne ne s'en est aperçu avant qu'elle ne débarque chancelante dans une clinique pour se faire avorter et qu'on lui dise qu'il était trop tard. En effet, le fluide collant le long de sa jambe était du liquide amniotique provenant de l'amnios qui s'était rompu. Tu commences avec ça, t'apprends que le gamin a été mis à la DAS, plus ou moins. Alors c'est pas drôle, hein, je rigole, mais c'est pas drôle. Et tu le retrouves en prison. Dans un laboratoire à fond privé où il est cobaye, simplement. Il est enfermé et on fait des tests sur lui. Horrible truc, hyper sombre, jusqu'au jour où il y a une nénette qui va lui dire casse-toi parce que ils veulent t'avorter. Enfin, ils veulent t'avorter. Putain, horrible. Horrible, les mots sont horribles en fait. Non, casse-toi, ils veulent t'euthanasier. Ah bon? Hop, donc il se barre, le gars se barre de ce labo de fêlé. Alors déjà, regardez-moi le dessin comme il est magnifique, le découpage comme il a cette petite touche d'indé que je kiffe. On est vraiment là-dedans, hein. Vraiment c'est magnifique pour ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la narration, j'ai adoré le dessin, la couleur peut-être un petit peu trop sombre, mais au final c'est très fort. Donc il va arriver, il va s'échapper de l'asile là, un peu de taré là, et il débarque et puis il tombe sur une bagnole et il dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Bah bien sûr mon petit, tu vas où? Bah peu importe en fait. D'accord, monte. Merci madame. Crac, gros flingue sous son nez le gars. Donc déjà la meuf qui l'a chopé est armé et l'enferme chez lui parce qu'il y a une prime sur sa tête. Il réussit à s'échapper de chez la vieille et au final il part dans un centre commercial et crac, il se refait braquer. Donc là tu dis bon ok d'accord, on est au fin fond du Kansas, au fin fond du Texas, j'en sais rien mais les gens sont fous. En fait à l'extérieur ils sont encore plus méchants qu'à l'intérieur, c'est quoi ce délire? Du coup bah il va essayer de trouver un endroit où aller et le seul endroit où il va trouver un petit peu de réconfort, du moins un endroit où il se sent bien, bah c'est avec les SDF, les marginaux, les personnes qui vivent sous des ponts comme ça, qui se droguent, qui se calment, qui se suicident, qui se battent, qui sont des parias de la société. C'est évidemment une allégorie à mon sens à peine déguisée du racisme, parce qu'en fait, un détail que j'ai oublié de vous dire, et là je me rends compte, c'est que ce gars-là c'est un cornu bouffeur de cul. C'est pas un cornu. Je viens de voir le mot. C'est un fourchu. Ce gars-là a le haut d'un humain et le bas d'une chèvre. Voilà. Non mais c'est un mi-homme, mi-chèvre le mec. C'est quand même complètement fou. Donc forcément, bah dès qu'il est repéré, dès qu'on voit qu'il a pas de chaussures ou quoi, il se fait emmerder quoi. Parce que les gens le prennent pour un freaks, pour un monstre quoi, pour un fou. Et du coup, bah voilà, ça va partir comme ça. Et c'est évidemment, ça traite de la différence. Et ça traite du fait de trouver sa place auprès des siens, parce qu'il va se rendre compte qu'il ne sera pas tout seul. Et l'histoire, à un moment, va bifurquer dans une espèce de course un peu fantastique, dans une atmosphère un peu mystérieuse et tout. La fin m'a beaucoup intrigué, et c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite. En plus, l'histoire va être séparée plus ou moins en 2 parties, c'est-à-dire la personne qui a créé le fait de créer des enfants comme ça. En plus, il parle des enfants comme si c'était de la viande, quoi. C'est-à-dire, ils font des tests sur les gamins. Ah, il a pas tenu 3 jours, fait chier. Ah, celui-là il tient un peu plus longtemps. Ah non, il est mort, il a eu de la fièvre, il est mort. Putain, quelle horreur. En fait, tout est horrible dans ce bouquin. J'ai adoré la narration. Les mots choisis, c'est traduit par Mathieu Auverdin de Magma. Vraiment, la traduction est top. Donc l'histoire, elle se vaut largement parce que tu vas suivre le mec qui a fait ça. Et de l'autre côté, tu vas suivre du coup James Tucker, donc le mec qui est un fourchu, un cornu. Et après, tu vas suivre le chercheur qui a fait ça, qui s'excuse, qui sent que ça a été trop loin, que ça te dépasse et tout. Et tu te rends compte que quand t'as de l'argent, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà, tout simplement. Et le dessin, si ce n'est que la colo est un tout petit peu sombre à mon sens. Le dessin est fou. La colo est bien amenée, mais le dessin est fou. J'adore. J'adore, tout simplement, voilà. Donc, je sais pas où ça en est, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes au courant ou pas, mais le tome 2, s'il est sorti, il me le faut, en fait, tout simplement. Alors, il y a Pascal Obispo. Lucie! Et hop, putain, tais-toi. Il fatigue Pascal. S'il n'est pas sorti en France, j'irai me faire la VO parce que, ouais, j'ai beaucoup aimé également. A Vicious Circle, yeah, de Matt Tomlin et Lee Permero, donc sorti chez Urban. Le tome 1, ça coûte 15 €, ça fait 64 pages, sorti le 26 janvier 2024, dans ce grand format Urban que je kiffe. C'est très fin, hein, voilà. 64 pages pour 15 balles, oui, ça me paraît comme la bande dessinée franco-belge, hein, c'est pas donné, mais voilà. De quoi ça parle? On va suivre un gars qui s'appelle Sean Taker aussi, tu vois. Quelque part, tout se recoupe, hein, comme un cercle.
quelque part. Là déjà on arrive à prendre une énorme tartasse. Donc Shaun Taker, on va le suivre, il va se réveiller dans sa famille. Voilà, déjà, alors tu hallucines, parce que le dessin est tellement fou que t'as l'impression que c'est un roman photo. Tu sais, comme Star Wars, ils avaient fait ça, ils avaient mis des extraits de films avec des bulles. Tu vois, bah ça, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est juste magnifique. Regardez-moi la nénette de Shaun. C'est complètement dingue. Moi, j'hallucine, en fait, de me dire à quel point on peut être aussi balèze sur des reflets et le travail de lumière. C'est évidemment, hein, Liber Mero, c'est un mec qui est largement dans mon top 5. Des dessinateurs favoris, parce que vraiment je trouve que c'est une prouesse technique à chaque fois. Au début de l'histoire, donc on va voir cette famille qui se réveille, voilà, avec Tommy, je crois c'est le petit qui s'appelle Tommy, qui dit papa on va à la pêche, non, il dit non attends 2 secondes, faut jouer un truc machin. On apprend qu'il y a quand même une sacrée escalade de violence contre les personnes de couleur noire à la radio. On se rend compte qu'en fait il y a ségrégation, tout ça. Enfin on est à cette période où c'est pas terrible, où il y a des gens qui brandissent des panneaux qui mettent genre gardons nos écoles blanches, le métissage c'est le communisme. Enfin ouais, que des fils de pute dans la rue quoi. On est dans des bars où c'est uniquement réservé aux personnes de couleur. Donc on va avoir ce mec qui va se réveiller dans sa famille, dans ce monde-là. Donc on est à l'époque, clairement. Et puis en fait il va descendre dans la cave. Et à la cave il va y avoir ce gars-là qui est enchaîné, qui a une espèce de muselière pour clébard là avec des chaînes. Et il va arriver en bas, il va descendre, il va lui casser un œuf dans la bouche pour le nourrir. Le gars va le bouffer. Et le gars avant de partir il dit c'est le jour J. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu me tuais ou si je te tuais? Et là tu te dis bon bah c'est bizarre parce que du coup ces deux personnages là sont intimement liés et c'est le cas en fait de ce qu'on comprend et je peux pas trop vous en spoiler parce que 64 pages c'est quand même vachement court. Ils installent beaucoup le décor et du coup on sait pas grand chose sur les personnages entre eux quoi. On sait qu'ils sont intimement liés, que quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre ça change de temporalité et tu te doutes que ce mec là est attaché parce que si ce gars là tue quelqu'un Shaun il perd sa famille et la vie qu'il est en train de mener actuellement quoi. En gros c'est ça le délire. Ils sont intimement liés et dès que quelqu'un tue quelqu'un, ça change de temporalité. Tu te doutes bien, ça va changer. Il va y avoir un changement radical de temps et de style graphique. Beaucoup plus steampunk du coup pour le coup. C'est magnifique. Comment peut-on être aussi bon sur tous les aspects? Comment peut-on lier les deux? Il va évidemment se passer quelque chose de dramatique, je peux pas trop vous en dire. Je crois que j'en ai déjà même trop dit. C'est compliqué d'avoir une œuvre aussi petite et fine et de pas spoiler quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire c'est que ces deux personnes sont intimement liées et que ce qui va se passer par la suite, je l'ai trouvé complètement réussi. Je l'ai trouvé vraiment réussi. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé. Moi j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. En plus on a une interview croisée de Maddson Tomlin et de Liber Mero. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est à vous de juger si vous voulez mettre 15 € pour 64 pages. Moi je trouve pas ça déconnant en vrai. Et à la fin il y a un cliffhanger de fou furieux quoi. Donc j'ai hâte de lire la suite. Vraiment hâte de lire la suite. Parce que bordel de merde quoi. Comment c'est possible d'être aussi balèze en noir et blanc quoi. Regardez-moi ce visage. Mais c'est pas possible d'être aussi fort. Je le savais mais en fait à chaque fois j'ai l'impression qu'il repousse encore un peu plus le réalisme. Et non de Dieu ça fait plaisir. Ça fait plaisir voilà. Jetez-vous dessus mes perruches. Tu m'entends, roi des loups? Qui peut être complètement à plomb. Il est temps de terminer avec cette œuvre que j'ai adorée. Les griffes du Gévaudan de Sylvain Runberg et de Jean-Charles Poupard. Sorti chez Glénat, premier tome sur 2. 2 tomes c'est cool. Ça coûte 15,50 €, sorti le 10 janvier 2024. J'ai kiffé de ouf, j'ai adoré cette œuvre parce que c'est un sujet que j'adore. Les loups-garous en général, les zombies, c'est ma cam. Mais la bête du Gévaudan, c'est vraiment une histoire qui me passionne. Que ce soit scénarisé par Sylvain Runberg, qui a fait On Mars, j'en avais parlé sur un spécial science-fiction. D'ailleurs, faut que je vous parle du tome 2 et faut que j'achète le tome 3 parce que vraiment c'est hyper bien ça. 15,50 €. Voilà le prix pour une BD d'une grande qualité sur une œuvre que j'adore. Pourquoi j'aime cette œuvre? Parce que en fait c'est à la lisière entre le réalisme et le fantasque. Personne n'était foutu de décrypter qu'est-ce que la bête du Gévaudan réellement. Est-ce que c'est un loup-garou? Est-ce que c'est plusieurs loups? Est-ce que c'est un énorme loup au plastron blanc et à la crête noire avec une énorme rangée de dents? Est-ce que c'était une hyène? Est-ce que c'était des psychopathes qui servaient de loups et qui les dressaient? Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes? Est-ce que c'est un châtiment divin? Alors évidemment, ça reste que du fantasque. Mais dans les écrits, il y a des choses bien concrètes. Et cette BD va s'inspirer des écrits et des articles de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, Louis XV ne prenait pas cette affaire à la légère. En fait, on sortait de la guerre de 7 ans en France, et du coup, les journaux n'avaient plus rien à se mettre sous la dent en termes d'articles. Alors quand ça s'est su que dans le Gévaudan, il grondait une bête qui tuait des habitants, que des femmes et des enfants, hein,
déjà, ça c'est un truc très bizarre. Et bien en fait, ils ont commencé à un petit peu titiller et narguer Louis XV. Je crois que c'est les Anglais qui disaient, en fait le roi n'arrive même pas à chasser une petite chatte. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça. Oui, très cher. Vraiment, on est dans un délire de ouf. C'est bien renseigné, donc ça c'est cool et on va se baser uniquement que sur les renseignements. On suit François-Antoine, qui est chasseur émérite, je crois que c'est l'arquebusier du roi, qui arrive dans le Gévaudan accompagné de son fils. Leur but, mettre fin à un véritable massacre des dizaines de victimes tuées dans des conditions atroces. Les survivants décrivent toute une créature terrifiante, un animal inconnu. Comment expliquer que les témoins des attaques n'arrivent pas à identifier l'animal dans une région où les loups font partie du quotidien depuis des générations? Ni les balles des chasseurs ni les battues n'arrêteront celle que l'on nomme la Malbête. Tandis que père et fils s'affrontent sur la nature de cette créature insaisissable, la traque devient une affaire d'État. C'est ce que je vous disais, on va suivre ce père et ce fils qui vont essayer de traquer la bête sans vraiment y arriver. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que mine de rien, si vous connaissez pas l'histoire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, c'est fichtrement intéressant, c'est vraiment bien documenté, les dessins sont magnifiques, c'est assez verbeux mais franchement j'ai pris un pied de malade. Je me rappelle que je devais aller voir quelqu'un, j'avais un rendez-vous et j'étais à la moitié de l'histoire et j'étais là genre oh j'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous putain, est-ce que vous aussi ça vous arrive, mettez-le dans les commentaires, mais vraiment j'étais en mode oh non je suis trop bien, laissez-moi tranquille, oubliez-moi s'il vous plaît. J'ai adoré cette histoire, c'est hyper bien dessiné, c'est très documenté, c'est fichtrement réaliste, tu sens qu'il y a des guerres d'ego, qui chassera la bête en premier, il y a des histoires mythiques avec Jeanne, il y a des histoires folles comme les femmes décapitées, comment un loup peut décapiter une femme, il y a des histoires un peu fantasques avec l'église qui se réapproprie le truc en disant mes enfants, venez pas vous plaindre, hein, c'est normal en même temps, vous êtes en train de vous détourner de l'église et de Dieu, hein, qu'est-ce que vous attendiez de la part du divin? Un châtiment divin, voilà, alors niquez-vous maintenant, bisous. Voilà, en gros c'est un peu ça. En gros c'est un peu ça. Le curton il dit en même temps les mecs, vous détournez de l'église, forcément on vous met une épreuve. Louis XV c'est pareil, il réagit de la pire des manières. On va voir la traque, il va y avoir, on va la ressentir, on va la voir la bête. Et tout ça c'est encore une fois vachement bien documenté. Putain j'ai trouvé ça tellement fou, regardez-moi ça. Ah là, c'est complètement dingue. Et puis on l'a tué, puis en fait on l'a pas tué, et puis en fait on amène les meilleurs des meilleurs chefs. En fait au final ils sont pas si bons que ça, et peut-être qu'on a entendu que, et en fait c'est pas normal parce que il y avait 2 endroits différents. Bref, c'est génial. Voilà, génial. Si vous aimez la bête du Gévaudan, il y a plein de podcasts qui s'intéressent à ça, il y a plein de vidéos YouTube aussi, il y a plein d'écrits et il y a surtout des BD. Si vous aimez le 9e art, cette BD est une référence en tout cas. Pour l'instant, je n'ai rien lu d'aussi bon sur la bête du Gévaudan en BD. Donc pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Et voilà mes petites perruches, c'est quand même pas mal, je trouve que j'ai pas mal bourriné cette semaine. C'est fou comme quand t'es obligé de te passer d'écran, tu fais des choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour revenir, Vicious Circle, ça va très très vite. J'ai hâte au tome 2 parce que ne serait-ce que pour prendre une énorme tartasse graphique, j'adore ce grand format de Urban Comics. J'ai vraiment hâte, mais attention ça va très vite, très très vite. La bête du Gévaudan dont je viens de vous parler, énorme coup de cœur, j'ai tellement hâte à la suite. Glénat, boulot de fou, travail éditorial et tout, bel objet, il y a des belles recherches à l'arrière qui m'ont apporté du lore, qui m'ont appris des choses alors que moi je suis quand même un vrai fan de cette histoire. Pour en parler des heures, donc j'ai essayé de me contenir, mais c'est compliqué. J'adore cette histoire, je vous la conseille absolument, si vous la connaissez pas, c'est un énorme et un super point d'entrée. Voilà, si vous aimez le dessin franco-belge, parce que c'est ça aussi, hein, ça reste du franco-belge. La Cité des Merveilles, j'ai hâte de mettre ça dans la main de mes enfants, je vais le garder bien précieusement dans ma bibliothèque parce que pareil, j'ai passé un super moment. Pour 25 balles, franchement l'édition elle est folle. Je pense que je me la relirai dans quelques temps. Et j'ai c'est Good Movies, c'est un petit bonbon blockbusterisant comme j'aime le dire. The Cloven, très bizarre, très intriguant, bourré de mysticisme. Je sais pas où ça va mener. Est-ce que ça mène quelque part? Est-ce que le tome 2 va sortir un de ces 4? Pour 25 €, le format est quand même très joli. C'est à vous de voir si vous êtes capable de le mettre. Peut-être que quelqu'un peut vous le prêter, mais en tout cas, en ce qui concerne les dessins et le découpage, c'est très intéressant. Très intéressant et assez bouleversant. Assez sombre, en tout cas, merci comme initiative parce que vous faites du super boulot et ça m'a permis de découvrir une bien belle œuvre. Et puis Earth Drivers, premier tome qui pose les bases d'un univers qui va être quand même assez balèze. On est que sur le premier tome sur 3 pour 18,90 €, je pense que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que Black River, alors c'était chez IDW Publishing aux États-Unis, je trouve qu'ils font maintenant partie intégrante du paysage du comics en France. Voilà. Et c'est pas démérité, bien au contraire. Donc Earth Drivers, je vous le conseille aussi. J'ai eu quelques petites réserves sur les animaux qui commençaient à parler, machin, les trucs. Mais j'ai hâte de voir où ça va nous mener parce que pareil, cliffhanger de Fils d'Up. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu plusieurs ou toutes les œuvres, hein, si vous avez lu toutes les œuvres, parce qu'on est complètement raccord, c'est fou, est-ce que je dois t'appeler papa, cousin, frérot, bref, dis-moi dans les commentaires aussi quelle pépite toi tu as découvert cette semaine, ça m'intéresse vraiment de ouf ça. Suis-moi sur Insta, TikTok, X, Threads, Blue Sky, bref j'en passe et des meilleurs. Sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.